Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du fonctionnement d'une mare en France. Je vous propose un petit sommaire pour cette vidéo. Donc, on parlera dans un premier temps d'une mare près de chez soi, les caractéristiques d'une mare, qu'est-ce qu'une mare, etc. Ensuite, on verra le fonctionnement d'une mare en hiver. Dans une troisième partie, on verra la construction d'une mare, et en quatrième partie, on verra que la mare est menacée par de nouvelles espèces. À noter que pour des aspects pratiques, et si certains points vous intéressent plus que d'autres, je vous mets en description les timers des différentes parties, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur les timers et vous serez redirigé directement vers les parties qui vous intéressent. Alors on va commencer par la première partie, une mare près de chez soi, et on peut se poser la question, quel être vivant peut-on découvrir dans une mare? Alors, vous avez ici une première image, donc d'une mare dans un parc, à savoir que la température moyenne de l'eau d'une mare est de 16 degrés en hiver, en été, et 5 degrés en hiver, et que la quantité de sels minéraux est de 0,5 g par litre. Il est important de noter qu'une mare est un écosystème, et donc qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème est constitué d'un milieu de vie et de l'ensemble des êtres vivants qui le peuplent. La mare est un exemple d'écosystème. Pour décrire un écosystème, on commence par décrire le milieu de vie et son peuplement. En photo 3, vous avez deux insectes qu'on a récoltés dans une mare et on va essayer de les identifier à l'aide d'une clé d'identification que vous avez en image 4. Tout d'abord, on peut noter que ces deux insectes ont 6 pattes. Ensuite, on va différencier. Donc, il y en a un qui glisse sur l'eau et ça donnera un géris. Et il y en a un qui se déplace sous l'eau et ça va donner deux autres types d'insectes. Alors, celui qui se déplace sous l'eau, donc soit il a des pattes arrière presque aussi grandes que les pattes avant et on aura un autonecte, soit les pattes arrière sont 2 fois plus grandes que les pattes avant et on obtient nep. D'autres exemples d'animaux rencontrés par les élèves. Donc on a par exemple la grenouille verte qui est un amphibien, donc elle vit dans l'eau et sur la terre ferme. Donc amphibien ça veut dire deux milieux de vie, dans l'eau et sur la terre ferme. Elle dépose ses œufs à la surface de l'eau et ses larves sont des têtards et vivent dans l'eau. On peut retrouver également la libellule déprimée, donc qui est un insecte. Elle chasse de petits insectes en vol. Elle pond ses œufs au fond de la mare. Ses larves vivent dans l'eau. Ensuite, on a un héron cendré, qui est un oiseau. Il peut se poser dans l'eau peu profond et vole d'une mare à l'autre. Et ensuite, on a l'hirondelle des fenêtres, donc qui est un oiseau également. Elle fait son nid dans des étals, les granges, etc. Elle chasse des insectes en vol et boit en frôlant la surface de la mare. Donc voilà quelques êtres vivants que l'on peut rencontrer dans une mare. On a un point vocabulaire, donc qu'est-ce qu'un peuplement? Un peuplement, c'est un ensemble des êtres vivants présents à un endroit et à un moment donné. Donc ici, le peuplement d'une mare, ce sont les différentes espèces qui la peuplent. Une clé d'identification, c'est un outil permettant de savoir à quelle espèce appartient un être vivant. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, une mare en hiver. Que deviennent les animaux de la mare en période hivernale? On va tout d'abord s'intéresser aux grenouilles et aux hirondelles. Les grenouilles, donc on a une photo ici à gauche, donc une grenouille en train d'hiberner. La température du corps des grenouilles dépend de la température extérieure. C'est po équilotherme. Elles passent l'hiver dans un abri, sous des feuilles, dans la vase, etc. Sans se nourrir ni sortir et en vivant au ralenti, c'est l'hibernation. Donc les grenouilles hibernent pendant l'hiver. Ensuite en 2, vous avez un graphique qui montre le nombre d'observations d'hirondelles des fenêtres en Franche-Comté en 2013. Au printemps, les hirondelles des fenêtres ils se reproduisent. Les parents chassent des insectes près des mares pour se nourrir et nourrir les petits. Avant l'hiver, les hirondelles partent en Afrique. En effet, les insectes dont elles se nourrissent disparaissent en hiver de nos régions, mais sont présentes toute l'année en Afrique. Et donc, par conséquent, on constate que les hirondelles des fenêtres vont migrer en période hivernale. Donc les grenouilles hibernent, les hirondelles migrent. On va passer aux libellules. Donc vous avez ici la libellule déprimée à 4 moments de sa vie. Donc en 1, vous avez le début du printemps. La larve sort de l'eau en grimpant le long d'une tige. Son enveloppe se déchire et libère un adulte. C'est la métamorphose. Donc vous avez ici l'enveloppe de la larve et un jeune adulte qui sort de cette enveloppe de la larve. En 2, vous avez la période printemps-été. Donc une libellule mâle et une libellule femelle s'accouplent au-dessus de la mare. En 3, vous avez printemps-été encore. Donc la femelle pond ses œufs dans l'eau. Lorsqu'ils éclosent, ils donnent naissance à des larves. Et ensuite en 4, vous avez automne-hiver. Les libellules adultes meurent au début de l'automne.
la larve grandit et passe l'hiver dans la mare. Et le cycle recommence début du printemps. On a le jeune adulte qui se développe, qui va se reproduire, qui va pondre des œufs, qui va mourir et développer les petits, etc., etc. Donc c'est tout un cycle pour la libellule. Donc le point vocabulaire. Donc une hibernation, c'est un état inactif de certains animaux dans leur milieu de vie durant l'hiver. Et une migration, c'est le déplacement d'un milieu de vie à un autre. Maintenant, on va s'intéresser à la construction d'une mare. Comment s'y prendre pour creuser une mare? Quelles sont les interactions pour qu'une mare fonctionne, etc. Tout d'abord, la construction. Donc vous avez ici une vue en coupe d'une mare de petite dimension, et vous avez deux conseils de construction. Le premier conseil, c'est d'avoir une zone profonde avec 80 cm d'eau au minimum. Le deuxième conseil à avoir, c'est qu'il faut une pente douce pour créer une zone très peu profonde et une zone peu profonde juste avant de tomber dans la zone très profonde. Ça va permettre aux différents animaux de peupler de différentes manières votre mare et de développer. Donc certains animaux préfèrent les eaux très peu profondes, certains autres animaux préfèrent les eaux très profondes. Donc ça permet vraiment d'avoir une biodiversité et tout un écosystème qui se met en place dans votre mare. Ensuite, dans votre mare, il faut des végétaux. Ici, vous avez trois plantes à fleurs observées par les élèves dans la mare étudiée. Vous avez par exemple des menthes aquatiques qui se développent dans les sols recouvrant de 0 à 3 cm d'eau. Vous pouvez avoir des roseaux à balais qui s'installent dans l'eau jusqu'à 50 cm de profondeur. Leurs feuilles doivent être à l'air libre pour pouvoir se développer, etc. Et ensuite, vous avez les feuilles de nénuphar qui sont ancrées au fond de la mare grâce à leurs racines. Elles ont besoin d'au moins 50 cm d'eau. Donc vous voyez ici, il y a différentes plantes qui peuvent occuper différentes profondeurs de votre mare. Mais les végétaux sont hyper essentiels pour le bon fonctionnement de votre mare. Ça va cacher les êtres vivants, ça va permettre à certains animaux de se reproduire, de laisser leurs œufs dans les végétaux, d'aérer votre mare, etc., etc. Ensuite, il faut des relations, donc il va y avoir des relations qui vont se mettre en place avec différentes espèces dans votre mare. Vous allez par exemple avoir des poules d'eau, qui sont des oiseaux, qui font leur nid dans les roseaux, un triton, qui est un amphibien qui se dissimule des prédateurs comme le héron, entre les tiges des roseaux sous l'eau, donc d'où l'importance d'avoir des végétaux. Vous avez le bourdon, qui est un insecte pollinisateur qui se nourrit du nectar des fleurs, pissenlit, menthe aquatique, etc. Donc il va permettre donc de polliniser, donc de développer votre mare, de reproduire vos plantes, etc. Vous avez la grenouille verte par exemple qui se réchauffe au soleil sur un nénuphar blanc. Elle peut aussi se cacher dessous si un héron arrive. Donc l'importance, très importante, les relations entre vos végétaux que vous allez mettre dans une mare et les animaux qui y vivent. Voilà, ça va créer vraiment une symbiose où tout le monde est content. Enfin, on va voir que les mares sont malheureusement menacées par l'introduction de nouvelles espèces. Cette nouvelle espèce, c'est la tortue à tempe rouge, ou alors qu'on appelle la tortue de Floride. Donc à la base, elle vit dans les mares et dans les étangs du sud-est des États-Unis. Elle a un mode de vie plus grande, donc cette tortue est plus grande que la cistude que on a ici en Europe et en France. Elle chasse des sites de bains de soleil et la prive de ressources alimentaires. Taille adulte jusqu'à 30 cm, régime alimentaire, plantes aquatiques, insectes aquatiques, les larves, têtards, grenouilles et tritons. Ici, vous avez une tortue à tempe rouge, âgée de quelques jours dans une animalerie. Elle est peu coûteuse. Ces tortues peuvent être élevées dans de petits aquariums sans ni danger, mais elles grandissent vite. Vous avez en 3 l'histoire d'un nouvel animal de compagnie. Donc, en 1985, on a plusieurs millions de tortues à tempe rouge qui sont importées des États-Unis. De nombreux propriétaires relâchent les tortues qui deviennent trop grandes dans les mares et les étangs. 99% des tortues relâchées meurent. Celles-ci survivent en moyenne 30 ans normalement. En 97, on a interdiction d'importer des tortues à tempe rouge. Et en 2010, on a interdiction du relâchement des tortues à tempe rouge dans la nature. Les conséquences, donc quelles conséquences de l'introduction des tortues à tempe rouge ou tortues de Floride dans nos mares d'Europe? Donc vous avez par exemple donc une cistrude d'Europe qui prend un bain de soleil, donc milieu de vie, mare et étang de certaines régions de France et d'Europe. La cistude est de plus en plus rare. Mode de vie, comme toutes les tortues, elle doit s'exposer chaque jour plusieurs heures au soleil. Elle mesure 15 cm. Et régime alimentaire vers insectes aquatiques, mollusques aquatiques. Mais en fait, le problème, c'est que la tortue de Floride, beaucoup plus grande, beaucoup plus résistante, va se nourrir des mêmes proies que la cistrute d'Europe. Et donc, la cistrute d'Europe va avoir moins de nourriture et donc va forcément moins se reproduire et va tenter à disparaître, etc. L'autre danger, donc vous voyez la chaîne alimentaire que j'ai mis juste en bas. On a des morceaux de plantes aquatiques qui sont mangés par les têtards de grenouilles, qui sont mangés par les ditiques bordés, qui sont mangés par les grenouilles vertes, qui sont mangés par les hérons.
Et la tortue de Floride peut créer un déséquilibre dans cette chaîne alimentaire vu qu'elle se nourrit de larves d'insectes, de têtards de grenouilles et donc forcément s'il y a plus de têtards de grenouilles, et ben il y a plus de distites bordées, il y a plus de grenouilles vertes et il y a plus de hérons. Donc elle va vraiment casser cette chaîne alimentaire là, beaucoup plus que la citrute d'Europe. Vu que la citrute d'Europe, elle s'est régulée, elle est bien intégrée dans cette chaîne alimentaire, mais la tortue de Floride n'est pas du tout intégrée dans cette chaîne alimentaire. Elle va totalement la bousiller en mangeant des têtards de grenouilles, des insectes, des plantes même, et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est interdite à la détention, interdite de la déposer, de la prélever, etc. Et de l'importer en France. Donc je vous propose voilà, un bilan que je ne vais pas détailler avec vous. Donc vous pouvez capturer en écran, faire une capture d'écran si vous voulez le bilan. Donc c'est un bilan avec tous les points qu'on a vus, donc une mare près de chez soi, une mare en hiver, la construction d'une mare et la mare menacée par de nouvelles espèces. Donc vous avez ici résumé les notions hyper importantes qu'il faut connaître. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc présentée par les cours en vidéo. Nous, on pense bien sûr, comme nous le montre notre petit scientifique, à s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas manquer de vidéos. On pense aussi à liker la vidéo, à partager la vidéo si ça vous a plu et à commenter si vous avez des questions. Je vous dis ciao ciao.